Des idées et du goût. L'émission spéciale autour de l'artisanat, du savoir-faire et de la gastronomie. Jérémy Sigro. Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus sur l'antenne de Variance FM. C'est Jérémy et je suis ravi de vous retrouver pour un tout nouveau numéro de l'émission Des idées et du goût. Et oui, l'émission qui est dédiée à vos créateurs, artisans et producteurs locaux est bel et bien de retour pour une toute nouvelle saison sur cette antenne. J'aurai le plaisir de vous retrouver un mardi sur deux à partir de 19h pour découvrir tout ce qui se passe près de chez vous et notamment toutes ces personnes qui se donnent du mal pour vous proposer de belles choses. À titre exceptionnel, pour le retour de l'émission, nous attaquons à 18h30 car nous avons aujourd'hui deux invités qui ont beaucoup de choses à vous dévoiler sur leur métier. Nous allons parler de créateurs de saveurs et de producteurs et je n'en dis pas plus car nous allons attaquer immédiatement cette émission. D'ailleurs, je vous propose d'accueillir notre premier invité. Il s'appelle Quentin et il va nous présenter la distillerie volcanique d'Escoris. Bonsoir Quentin. Oui, bonsoir. On est ravis de vous avoir avec nous sur Variance FM, c'est un plaisir. Hâte de vous partager la passion pour les alcools. Eh bien écoutez, en tout cas j'ai beaucoup de questions à vous poser, mais la première finalement elle est assez simple. Quel est votre parcours et qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans le monde de la distillerie artisanale ? Alors mon parcours de base, moi je suis né, j'ai grandi en Auvergne, toujours très proche de la nature et des productions agricoles. Et j'ai poursuivi mes études avec une formation d'ingénieur en agronomie, un diplôme d'œnologue, un master en management des entreprises des spiritueux, donc 3 diplômes Bac+5 dans le monde des alcools, et j'ai toujours travaillé dans la production de ces produits, donc prendre une matière première agricole, la fermenter, puis la distiller pour faire du cognac notamment, pour faire des whiskies, voilà, faire différents types de spiritueux distillés. D'accord, et alors pourquoi vous êtes installé à Brassac-les-Mines ? Est-ce qu'il y a une raison particulière ? Alors la distillerie volcanique, donc l'entreprise que j'ai créée il y a 4 ans en 2021, le volcanique est lié à nos volcans d'Auvergne en fait, qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui ont un impact de filtration. Il y a un élément qu'on oublie souvent, mais le premier ingrédient de tout alcool, que ce soit du vin, de la bière ou un alcool distillé, ça reste l'eau. Et l'eau est très importante, donc une distillerie lambda utilise de l'eau déminéralisée. Et on a la chance en Auvergne d'avoir des eaux de très très bonne qualité. Tout le monde connaît Volvic. Et nous, à Brassac-les-Mines, on est alimenté par l'eau d'Anzal-Luguet, dans le Cézalier. Une eau qui est filtrée par les roches des volcans, d'où la distillerie volcanique et d'où cette implantation dans le sud du Puy-de-Dôme. Écoutez, c'est important de rappeler qu'on part finalement de l'eau pour arriver à l'alcool, parce que certaines personnes ne le savent pas, vous avez raison, tout à fait. Voilà, donc l'eau reste, faut avoir en tête que l'eau reste l'ingrédient numéro 1 et qui conditionne énormément la qualité finale de l'alcool, parce qu'elle intervient à différentes étapes de la production. Quand on fait un whisky, on brasse les céréales dans de l'eau, ensuite quand on distille, on va concentrer l'alcool, et après 3 ans, le minimum d'un vieillissement pour un whisky, c'est 3 ans. Et après ces 3 années-là, on va à nouveau rajouter de l'eau pour redescendre le degré qui reste très très élevé à leur sortie du fût de chêne. Donc l'eau intervient à pas mal de moments différents. D'accord. Alors, les possibilités sont nombreuses finalement dans le domaine des spiritueux. Mais alors, vers quel produit vous êtes-vous justement orienté avec votre distillerie ? Alors le but, nous, c'est de faire des alcools vraiment artisanaux. Qu'est-ce qu'on entend par alcool artisanal ? Absolument rien. C'est pas du tout défini aujourd'hui au niveau légal, au niveau français. Vous pouvez accoler le mot artisanal sur absolument tout, que ce soit de la production importée de n'importe où sur la planète, que ce soit de l'industriel pur. Le mot artisanal est absolument pas protégé. Moi, je fais un vrai parallèle avec nos amis boulangers. Je ne sais pas si les auditeurs connaissent, mais
Une boulangerie ou une boulangerie artisanale, c'est pas le même métier. Un boulanger artisan, il prend une farine, il fait ses pousses, il fait ses pâtons, il fait ses pousses, il fait vraiment du pain de bout en bout. Une boulangerie lambda va acheter des pâtons tout prêts, va les mettre au four et en fait, voilà, il y a très peu d'étapes de transformation, de production. Et dans la distillation, moi je fais un peu ce parallèle-là, c'est dans le sens où mon activité, c'est de prendre des matières premières agricoles, donc que ce soit des fruits, des plantes, des céréales pour le whisky. Je prends ces matières brutes et je vais les transformer, donc je vais les travailler une première fois, je vais les faire fermenter ensuite, comme on fait un vin, comme on fait une bière. Donc voilà, c'est des produits que j'élabore pour, dans un second temps, les mettre dans l'alambic et les distiller et vraiment obtenir un alcool artisanal de bout en bout. Pas acheter un alcool tout prêt, ce qui est le lot commun de bon nombre d'acteurs de notre filière, malheureusement. Et juste avoir une action à la marge d'embouteillage ou d'ajouter trois pincées de poudre de perlimpinpin et faire croire ensuite qu'on est artisan. Donc voilà ce qui me pousse moi au quotidien à faire mon métier d'artisan distillateur. D'accord. Et alors, vous proposez à la fois des liqueurs et des spiritueux. Est-ce que vous pouvez nous Oui. expliquer un petit peu la différence entre les deux? Parce qu'il ne faut pas les confondre pour le coup. Tout à fait. Alors en fait, dans notre entreprise artisanale s'appelle la distillerie volcanique et au sein de la distillerie volcanique, on a trois marques qui correspondent à trois types de produits différents. Donc on a la marque la plus haut de gamme, si on peut appeler ça comme ça, enfin la plus premium, c'est la distillerie d'Escorie. Donc c'est notre marque qu'on a créée en premier il y a 4 ans et qu'on développe depuis 4 ans, où donc là on n'a que des alcools distillés, donc essentiellement des matières premières qu'on fermente. Par exemple, on fait du rhum, donc on importe la matière brute qu'on fermente et qu'on distille ensuite. On fait des whiskies, donc des céréales qu'on fermente et qu'on distille. On fait des eaux de vie de vin, donc des vins, il y a une fermentation du raisin puis distillation ensuite. C'est la même technique qu'un cognac, qu'un armagnac, ainsi de suite. Ensuite, on a une marque de liqueur. Donc la liqueur, il n'y a pas de distillation. La liqueur, c'est un alcool qui a été déjà distillé auparavant. Donc aujourd'hui, l'Europe impose d'acheter cet alcool prêt pour des conditions de santé pour le consommateur, avec des paramètres physico-chimiques très normés pour éviter de filer des cancers, de filer d'autres problèmes aux consommateurs, tout simplement. Ça reste de l'alcool, donc à consommer avec modération. Mais voilà, on est obligé d'acheter ces alcools à l'extérieur et dedans, on va faire macérer des choses pour ensuite resucrer, parce qu'une liqueur doit avoir un taux de sucre minimum, contrairement à un spiritueux distillé. Et voilà, donc des étapes de production un peu plus courtes et plus simples. Et on a une troisième catégorie de produits où l'idée c'est de faire, c'est un peu une catégorie, on va dire, entre guillemets fourre-tout, où on a à la fois des spiritueux distillés, à la fois des liqueurs. Et cette troisième marque qui s'appelle Éruption, donc la première marque distillerie d'Escorie, les liqueurs Licoristerie Volcanique, et la marque Éruption, où on trouve à la fois des liqueurs et des spiritueux. C'est une marque, on va dire, facile d'accès en termes de budget. L'idée étant de faire des produits bons, qualitatifs, mais à petit prix pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Donc on va avoir une action sur cette marque-là où il y a une partie de la production qu'on externalise, c'est-à-dire qu'on va travailler avec d'autres confrères français, mais qui sont à des échelles beaucoup plus grosses que la nôtre, donc ce qui nous permet d'avoir des économies d'échelle, ou des parties qu'on produit nous-mêmes, mais avec des approvisionnements qu'on va aller chercher un petit peu plus loin, donc notamment en Italie ou hors France, pour comprimer nos coûts de production. Donc voilà, donc la philosophie, elle est vraiment là, nous, de proposer différents types d'alcool, mais toujours en clarté pour le consommateur final et pas lui faire passer des vessies pour des lanternes. Bah écoutez, en tout cas, c'est une très belle philosophie. Et puis, très franchement, c'est ce que le consommateur espère de plus en plus. Et alors, Tout à fait. quels sont finalement les best-sellers de votre distillerie? Les produits qui plaisent finalement le plus au grand public? N'hésitez pas, c'est le moment finalement de nous présenter un petit peu certains produits de votre gamme. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, sur les trois marques que j'ai évoquées, tout confondu, on a 15 cuvées. On a des cuvées éphémères, on a des cuvées permanentes. Le cœur du projet, c'est les eaux de vie de céréales, donc les whiskies. Donc aujourd'hui, on a des jeunes whiskies qui ne peuvent pas encore avoir l'appellation whisky parce qu'ils sont trop jeunes, ils sont moins de 3 ans, qui s'appellent nos pure malt, la cuvée Le Drôle. C'est ce qui représente aujourd'hui les plus grosses ventes en volume de notre distillerie, donc le Drôle classique. Cette année, on a sorti un Drôle tourbé, donc une eau de vie de céréales vieillie en fût de chêne avec un malt qui a été tourbé.
On a des drôles avec une gousse de vanille aussi dedans. Donc voilà, différentes cuvées sur le drôle, sur ce pur malt. On a nos whisky qui arrivent là, fin 2025. Donc ça, c'est un accomplissement parce que ça fait 5 ans maintenant de travail acharné pour arriver à sortir enfin les premières bouteilles. Il y en aura seulement 250. Donc voilà, 50 mois de travail pour 250 bouteilles, c'est clairement pas rentable, mais c'est la passion qui prime. Et en fait, dans les nouveautés qu'on a lancées là en 2025, depuis le début de l'année, on a eu 8 nouvelles cuvées. Donc certaines qui sont déjà plus commercialisées parce qu'elles sont parties très vite. Et on fait beaucoup de cuvées éphémères aussi. Et une des dernières cuvées qui, elle, qui va rester permanente, on va dire, c'est dans la gamme Éruption. On a sorti une liqueur de verveine, donc avec une verveine cultivée en bio, en local par la Citerapam, notre partenaire qui nous fournit toutes nos plantes, tous nos botaniques, où on a un sacré succès dessus parce qu'on a commercialisé plus de 600 bouteilles en 3 mois. Donc pour une petite entreprise comme la nôtre, ça fait beaucoup de volume. Donc voilà, donc le cœur du projet, c'est le whisky. Après, on a des eaux de vie de fruits, des eaux de vie de citron, des eaux de vie de raisin. On fait du rhum, qui a été élu meilleur spiritueux français en 2025. Donc anecdotique, hein, on est 30 artisans à faire du rhum en France, enfin, à l'échelle de la métropole. Donc on est les seuls à notre connaissance en Auvergne à fermenter, à distiller. Il y a des rhums d'importation, mais à faire le rhum, on est les seuls. Ensuite, on fait donc pas mal de liqueurs de fruits, liqueurs d'abricot, liqueurs de framboise, liqueurs de myrtille, qui sont souvent des cuvées éphémères. Donc une vraie diversité dans les produits, un peu pour tous les goûts. Avec également des ingrédients de qualité, c'est encore important de le souligner, puisque la plupart du temps, vous essayez de vous approvisionner en local ou en France quand c'est possible. Tout à fait. On a cette logique d'aller chercher des approvisionnements dès que c'est possible en région, donc à l'échelle régionale. Quand on ne trouve pas en région, on va chercher plus loin à l'échelle du territoire métropolitain. Et parfois, ça n'existe pas. Par exemple, pour le rhum, trouver de la canne à sucre en France, c'est impossible. Donc on va chercher plus loin. Mais l'idée, c'est dès que les approvisionnements existent à proximité, les travailler à proximité. L'inconvénient de travailler du 100% local, c'est que ça a un coût. Tout à l'heure, on évoquait le fait qu'on segmente nos marques en fonction de nos produits. On fait par exemple un travail sur une baie de genévrier 100% auvergnate, cueillie par la Citerapam toujours. Le genévrier, c'est un arbuste qui pousse en zone montagneuse, qui ne se cultive pas. Donc c'est une culture sauvage et qui nécessite beaucoup de temps de ramassage, beaucoup de tri des baies une fois que vous avez ramassé la baie de genévrier. Enfin, c'est un travail colossal qui, au coût du travail en France, va pour le producteur coûter à peu près 80 € du kilo. Donc c'est ce qu'on achète notre baie de genévrier et qui se répercute sur le prix final du produit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la majorité des gins français sont faits avec des genévriers d'importation, beaucoup d'importation d'Europe de l'Est, où vous divisez par 10 à peu près votre coût de matière première. Donc nous, notre logique, c'est de travailler du local, mais ça se répercute sur le prix. Et ça, c'est ce que voit pas forcément le consommateur, parce que malheureusement, que vous achetiez des approvisionnements français ou non, sur votre bouteille, quand vous l'achetez, que ce soit chez le caviste, en grande surface, n'importe où, vous pouvez mettre Made in France, vous pouvez mettre fabriqué en France, même s'il n'y a aucun ingrédient français. Et même, ça c'est un peu le truc paradoxal, même si le produit n'est pas fait en France. En fait, ce qui compte, grosso modo, c'est le lieu d'embouteillage. Donc vous achetez des produits qui viennent de n'importe où, vous les embouteillez à Clermont-Ferrand et par la magie de la réglementation européenne, ça devient un spiritueux de Clermont-Ferrand. Et le consommateur se fait souvent berner. Donc nous, on a cette logique d'essayer de travailler au maximum des approvisionnements locaux, mais ce qui a un coût, et c'est là où je voulais en venir, c'est qu'aujourd'hui, on a un gin qui coûte plus de 50 € la bouteille avec du 100% local, là, donc dans la gamme Scory, et on a un second gin dans la gamme Éruption qui sort à 35 €. Et vous allez me dire, mais pourquoi une différence de 20 € sur le prix ? Le second gin, on travaille avec une baie de qualité qui vient d'Italie, mais elle nous coûte moins cher en achat de matières premières. À l'inverse, on a cette transparence et on se doit cette vérité au consommateur de ne pas lui faire passer un gin avec une baie italienne pour du 100% français. Nous, ça nous parle pas de tromper le consommateur. Donc on a scindé nos marques en fonction de nos produits.
D'accord. Alors il est vrai que le consommateur a souvent peur du prix justement, mais là au moins on a vraiment un produit de qualité et c'est important de le rappeler. Voilà, si vous voulez acheter quelque chose qui est vraiment fait localement, forcément il faut y mettre un peu les moyens, mais au moins vous allez vous régaler. Donc chers amis auditeurs, n'hésitez pas à vous diriger vers la distillerie d'Escory. Là, il n'y a pas de mensonge sur l'origine des produits. Alors, parlons maintenant un petit peu du matériel que vous utilisez. À ce sujet, vous avez eu justement une idée un petit peu alambiquée, j'ai envie de dire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors les alambics, c'est vrai que c'est un vieux métier ancestral, la fabrication des alambics, le travail du cuivre qui s'est perdu avec la disparition des distilleries en France et la volonté justement en implantant notre distillerie en Auvergne avec l'eau des volcans, avec des matières premières locales, c'était aussi de faire appel au savoir-faire français sur ce travail du cuivre. Donc après plusieurs années de recherche, j'ai réussi à trouver un petit artisan en Dordogne. Donc il n'est pas auvergnat, mais il n'est pas très loin, qui travaille le cuivre de manière traditionnelle à la main. Et donc je suis allé le voir avec les plans de l'alambic que je voulais et il a pu me faire mon outil sur mesure. Donc encore une fois, l'idée était de ne pas aller chercher un alambic en Europe de l'Est, voire en Chine, ce qui est très fréquent aujourd'hui sur les distilleries qui s'installent, et vraiment de pouvoir faire appel au savoir-faire français traditionnel avec un partenaire, on va dire, local, parce qu'il est à 2 heures de route de la distillerie. Donc voilà, ça correspond à la philosophie globale du projet de la distillerie volcanique, toujours aller chercher au plus près et avoir ce travail de vraiment réancrer des savoir-faire artisanaux et locaux. Bah écoutez, c'est plutôt chouette, ça va jusqu'aux outils que vous utilisez et ça montre bien que vous voulez vraiment respecter votre philosophie à 100%. Alors, la mise en bouteille et l'étiquetage sont-ils également réalisés à la distillerie? Vous faites plein de Oui, choses directement sur place, vous l'avez dit, vous distillez également, mais est-ce que vous allez jusqu'au bout du processus finalement? alors on fait également la mise en bouteille et l'étiquetage, enfin la mise en bouteille du liquide, la pose du bouchon, la pose de l'étiquette, la pose du scellé, enfin, on fait vraiment tout sur place, la mise en carton. Euh, Ça, c'est l'étape finale qui correspond bien souvent, malheureusement, à la seule étape réalisée par on va dire, les confrères, les consoeurs de notre filière. Et nous, justement, cette étape nous paraît très anecdotique parce que c'est juste la finalité, même si elle prend du temps, hein, mais c'est juste la finalité. Là où moi je tiens à insister, c'est sur la fermentation. Vous pouvez mettre de l'eau dans un alambic, mais il n'y aura pas de magie qui va se passer, vous obtiendrez de l'eau distillée à la fin, donc ça va rester de l'eau. Quand vous distillez, il faut mettre une base d'alcool. Et c'est là où je tiens à faire une petite aparté, c'est que bien souvent, une distillerie artisanale avec un grand A aujourd'hui, en fait, achète ses bases d'alcool à l'extérieur de la distillerie, il ne les produit pas, et vient juste faire une étape de distillation, on va dire, qui est un peu de la poudre aux yeux, qui vient juste enjoliver le discours marketing en montrant qu'il y a un alambic dans la salle de production pour faire des belles photos, pour être assez cash hein, sur ce niveau-là. Nous, l'idée, c'est de faire nos propres alcools, c'est-à-dire qu'on prend, et j'insiste là-dessus, des matières premières agricoles brutes, donc qui ne sont pas fermentées. On va les faire fermenter avec des levures pour produire de l'alcool. Donc on fait des bières, on fait du vin, on fait du vin de canne à sucre, on fait toutes ces bases d'alcool, on les produit nous-mêmes, qui constitue 80 voire 90% du temps de travail. Aujourd'hui, on se contenterait à acheter nos alcools à l'extérieur, faire une distillation magique et les mettre en bouteille, on diminuerait de 90% notre temps de production. Et c'est ça que le consommateur doit avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, en distillerie artisanale en France, on est quand même assez peu nombreux à faire toutes ces étapes de bout en bout. Donc, D'accord, bah écoutez, en tout la mise cas, en bouteille, c'est souvent la question qu'on nous pose. Est-ce que la mise en bouteille, c'est vous qui la faites? J'ai envie de dire, la mise en bouteille, c'est l'étape la moins importante. Voilà, c'est l'étape la moins significative, qui a aucun impact sur le produit, qui est vraiment anecdotique. Par contre, l'étape qu'on omet totalement, c'est cette étape qui précède la distillation, qui consiste à produire l'alcool en fait. L'alambic a un rôle de concentrateur. Vous mettez un alcool à 8 degrés, à 8% d'alcool dans l'alambic, et vous obtenez un alcool à plus de 70% en sortie. Mais si vous avez déjà un alcool tout prêt,
En fait, l'alambic, voilà, ce que j'évoquais, a juste un rôle d'image, d'ambassadeur. Mais voilà, c'est ça que le consommateur doit avoir en tête. C'est que le fondamental d'une distillerie artisanale, c'est de savoir si le producteur fait lui-même ses alcools avant de les distiller ou s'il les achète tout prêt. Et là, c'est votre cas, vous les faites vous-même, Voilà. et c'est vrai que c'est important de le souligner. Alors, il y a quelques cuvées où on est soumis par la réglementation à devoir aussi acheter des alcools à l'extérieur, ce que j'évoquais tout à l'heure pour les liqueurs. Il y a quelques produits, par exemple, on fait une eau de vie de citron, donc on découpe des citrons, on doit les faire macérer, et cet alcool de macération, on est obligé de l'acheter à l'extérieur pour des conditions de santé, pour le consommateur. Voilà, il y a des subtilités réglementaires qui nous imposent aussi des choses. Mais c'est vrai que on évoquait qu'il y a 15 cuvées dans l'ensemble de nos marques. Sur ces 15 cuvées, il y a 99% qui sont constitués par des alcools qu'on a fermentés nous-mêmes avant de les distiller. Donc c'est vraiment notre spécificité et ce qu'on tient à faire passer comme message. Alors justement, puisque vous parlez de fermentation, est-ce que certains de vos produits sont meilleurs en les laissant vieillir un peu, ou alors finalement, est-ce qu'on peut les consommer tout de suite ? Fermentation et vieillissement, c'est deux étapes bien séparées. La fermentation, c'est avant la distillation. Le vieillissement, le fait de faire vieillir, c'est après la distillation. Donc c'est deux choses à bien distinguer. Le vieillissement, en fait, voilà, va dépendre de l'alcool qu'on élabore. On a ce qu'on appelle des alcools blancs et des alcools bruns. Tout ce qui sort d'un alambic est blanc, incolore. Un whisky, un cognac, un rhum, c'est toujours blanc. Ça, c'est vrai que des fois, le consommateur se pose la question. Les molécules colorantes ne passent pas à la distillation. En sortie d'alambic, on a toujours l'impression d'avoir de l'eau qui coule. Et en fonction des alcools, il y a des alcools qui se dégustent en alcool blanc. Donc on va avoir les vodkas, on va avoir les gins, les choses comme ça. Certaines eaux de vie de fruits aussi. Par exemple, on déguste très bien des eaux de vie de poire sans vieillissement. Et d'autres alcools qui nécessitent d'avoir un vieillissement en fût de chêne, tout simplement pour acquérir des arômes en plus, leur teinte. Là, cette couleur brune va venir du fût de chêne. Et donc nous, c'est le cas par exemple pour le whisky. On vieillit tous nos whiskies qui sont le gros de nos volumes en fût de chêne. On vieillit également du rhum depuis cette année. On a mis un petit peu de notre rhum blanc en fût de chêne. On vieillit des eaux de vie de fruits. Enfin voilà, on vieillit différentes choses. Mais ça dépend en fait du profil aromatique qu'on recherche. D'accord. Ben, vous voyez, c'est vrai que je vous ai posé cette question parce qu'en fait, on confond trop souvent finalement la fermentation et le vieillissement, d'où le fait que effectivement j'ai souhaité poser cette question pour que les gens comprennent bien que ce sont un peu deux choses différentes en soi. Tout à fait. Oui, tout à fait. En fait, si vous voulez, pour résumer un petit peu la production d'un alcool distillé, il y a plusieurs étapes. Il y a l'étape initiale, donc où vous prenez une matière brute, voilà, une céréale, un fruit qui contient des sucres. Vous allez faire fermenter ces sucres pour obtenir, si on fermente une céréale, on va obtenir une sorte de bière. Si on fermente un fruit, on va obtenir ce qu'on pourrait appeler, même si légalement on n'a pas le droit de dire ça, mais on va obtenir un vin de fruits, un fruit fermenté, un mou fermenté. Une fois que vous avez fermenté, vous le mettez dans l'alambic. Donc vous fermentez, vous obtenez un alcool entre 8 et 10 degrés d'alcool. Vous mettez ça dans l'alambic, vous allez concentrer l'alcool et les arômes avec l'alambic, vous obtenir un alcool à plus de 70 degrés. Et une fois que c'est distillé, donc en sortie de l'alambic, il y a soit besoin de faire passer en fût de chêne donc pour obtenir la couleur et d'autres arômes, soit vous pouvez consommer l'alcool tel quel. Voilà. Donc c'est les étapes principales de la production d'un spiritueux distillé. Fermentation, distillation et vieillissement ensuite. D'accord. Alors maintenant, on va parler un petit peu dégustation, parce que c'est important aussi de mentionner un petit peu comment on déguste vos produits. Alors justement, comment nous conseillez-vous de les consommer, ces spiritueux ? Est-ce qu'il est mieux de les boire tels quels, ou est-ce qu'on peut éventuellement aussi les utiliser en cuisine ? Alors, il n'y a pas de bonne façon ou une mauvaise façon de déguster. Moi, c'est souvent ce que je dis aux gens, vous faites un petit peu comme vous avez envie. Après, nous, ce qu'on observe, c'est qu'on a des clients de différents profils. On a des gens amateurs, mais pas forcément initiés. On a des chefs, notamment des chefs de restaurants étoilés, des sommeliers, voilà, qui ont plus de bagages techniques et qui s'approprient le produit pour faire d'autres recettes. Moi, je vais vous donner les exemples de ce que moi j'aime. Par exemple, j'adore l'époque de la galette des rois, j'adore la frangipane.
Et pour prendre, je prends mes frangipane en dessert, j'accompagne avec un petit verre de notre pur malt, le drôle, parce que je trouve que prendre une petite gorgée de whisky avec ce côté très amande de la frangipane, ça va bien s'accorder ensemble. Donc vous pouvez prendre vos spiritueux pour accompagner des desserts. Vous pouvez faire des cocktails. En 2025, tout l'été, là, on a fait des guinguettes les jeudis soirs. On a fait énormément de cocktails avec nos différents alcools. Il n'y a pas besoin d'être un grand savant du cocktail. Vous pouvez faire des cocktails assez simples et assez faciles à réaliser à la maison. Par exemple, je vais reprendre encore l'exemple du whisky, mais quand il fait bien chaud l'été, on est quand même moins enclin à prendre un verre de whisky pur. Et ben moi, je mets un trait de limonade dedans. Ça va pas dénaturer le goût du whisky, ça va le diluer un petit peu, mais vous allez garder l'arôme. Le côté pétillant de la limonade et le côté frais va venir faire un petit cocktail léger qui sera pas plus chargé en alcool. C'est ça qu'il faut avoir en tête aussi. C'est vrai que souvent les gens se disent « Ouh là là, un alcool fort, c'est pas pour moi ». Un alcool fort travaillé en cocktail, vous avez moins d'alcool que dans un verre de vin. En moyenne, vous allez être aux alentours des 10 degrés d'alcool une fois le cocktail prêt. Donc vous allez avoir moins d'alcool que dans un verre de vin et donc vous n'allez pas forcément ingurgiter une grande quantité d'alcool. Donc du cocktail, de la dégustation pure pour accompagner des mets éventuellement. Et après, des travails en cuisine. Par exemple, notre eau de vie de citron peut servir à faire un petit versage d'eau de vie de citron sur un dessert pour apporter un peu de peps. Il peut y avoir aussi pareil avec le gin qui peuvent servir à faire macérer des poissons. Enfin, il peut y avoir tout un tas de choses assez diverses. D'accord, et j'imagine que vous avez peut-être des chefs avec qui vous travaillez et qui utilisent aussi vos produits. Oui, tout à fait. Et on peut citer un chef qui au-delà de la relation professionnelle est devenu un vrai ami et quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. C'est Laurent Jury qui a son établissement sur les hauteurs de Clermont-Ferrand, la Belle Meunière, qui est l'ancien chef de la bergerie de Serpoil, donc à Serpoil à côté d'Issoire, établissement qui vient de rouvrir et qui est repris par le fils de Laurent. Donc je conseille les gens d'aller faire un tour pour goûter leur cuisine avec une approche très locale. Donc on a des partenaires tels que Laurent, on a Jérôme Casanave à côté de Murat dans le Cantal aussi, on a l'Hôtel de France à Montmarault dans l'Allier, donc pas mal de toques d'Auvergne, les 3 chites sont toques d'Auvergne, qui ont cette démarche de travailler justement avec nos alcools pour avoir une offre en local et sublimer les produits soit dans des recettes, soit à l'apéritif, en cocktail. Ils ont leur approche propre à eux et c'est toujours un plaisir de travailler avec des gens comme ça. Eh bien sûr, tout à fait. Et alors, est-ce que vous avez obtenu des prix avec vos produits ? J'imagine qu'avec une qualité comme celle-là, ça suscite l'intérêt de pas mal de monde, donc forcément, vous avez peut-être déjà été primé. Tout à fait. Alors, les concours sur les spiritueux, ça reste une activité économique. C'est vrai qu'on est sollicité en tant que producteur tous les jours, j'ai envie de dire, pour envoyer nos alcools à différents concours. Il y a des concours vraiment tout le temps et partout sur la planète. Il faut voir une chose d'un point de vue consommateur, une médaille sur un produit, c'est bien, mais c'est pas toujours révélateur de la qualité intrinsèque du produit. Je m'entends par là en disant qu'il y a des concours qui sont assez galvaudés, où vous pouvez acheter des lots de médailles sans envoyer votre produit, sans qu'il soit dégusté. Donc ça, c'est quand même à avoir en tête, et c'est là où ça devient compliqué pour s'y retrouver en tant que consommateur quand on est face à une bouteille qui a des médailles. Donc par rapport au concours, nous, notre logique, c'est d'essayer de creuser un petit peu quand on est sollicité par les concours, de creuser comment ça se passe derrière. Et aujourd'hui, on sélectionne que des concours où on sait, donc on doit envoyer nos produits, donc ça a un coût d'inscription, un coût d'envoi. Il faut payer les jurys pour qu'ils dégustent. C'est-à-dire que les jurys, c'est des professionnels qui dédient du temps à la dégustation. Donc il y a un format où il faut que ces gens-là soient rémunérés. Donc l'organisateur du concours demande une participation financière pour pouvoir derrière rétribuer le temps passé des dégustateurs. Donc, tout ça a un coût financier. Et nous, on sélectionne des concours où justement on sait que les bouteilles vont arriver, elles vont être anonymisées, c'est-à-dire que le dégustateur ne verra pas l'étiquette, ne verra pas le producteur, et il va vraiment déguster le produit pour le produit. Donc on choisit les concours comme ça. Les principaux concours auxquels on participe, donc il y a le second plus grand concours international de spiritueux qui se tient à Londres tous les ans depuis plus de 60 ans, c'est l'International Wine Spirit Concours, l'IWSC, où on est fréquemment primé.
notamment notre gin qui a été médaille de bronze il y a 3 ans. Cette année, notre rhum qui a été médaille d'argent. Donc c'est la plus grande reconnaissance internationale possible. Cette année, on a été aussi médaille d'argent au concours général agricole à Paris, qui est un concours national d'ampleur. On est fréquemment aussi, donc là, notre rhum a été meilleur spiritueux français à Francfort en Allemagne, qui est un concours l'équivalent de Paris, mais du côté de nos côtés voisins allemands. Donc voilà, des concours nationaux ou internationaux, mais qu'on sélectionne pour la qualité du processus de dégustation. On ne choisit pas des concours où on sait que voilà, il y a des concours, je les nommerai pas parce que c'est pas le but de dénigrer des concours, mais voilà, il y a des concours qui nous font qu'on n'enverra pas nos spiritueux là-bas. D'accord, bon, en tout cas, vous faites la sélection avec soin, un petit peu comme la sélection finalement de vos matières premières et de tout ce que vous utilisez dans vos produits. Tout à fait. Et alors, Tout à fait. quels sont vos projets avec la distillerie? Qu'est-ce que vous avez prévu pour les prochains mois? Est-ce qu'il y a des choses qui vont se développer peut-être? Dites-nous tout. Alors depuis début janvier déjà, on a sorti 9 nouvelles cuvées, que ce soit dans la gamme Éruption, que ce soit dans donc la gamme Éruption qui a pris naissance en 2025, qui est née en 2025. Donc on a sorti un gin, une vodka, une liqueur de verveine, un whisky dans cette gamme-là. Dans la gamme distillerie d'Escorie, on a sorti un pur malt tourbé. Là, on a 4 whiskies qui arrivent en fin d'année. Donc ça y est, accomplissement de 5 ans de travail dans la gamme Scorie. Dans la gamme des liqueurs, donc licoristerie volcanique, on a sorti des nouvelles liqueurs de fruits. Donc en fait, les nouveautés, c'est un petit peu notre leitmotiv, c'est-à-dire qu'on fait des nouveautés en permanence. On travaille des nouvelles matières premières. On est toujours en phase de test, en fait. On est toujours en phase de créer des nouvelles choses. Il y a des cuvées qui parfois, c'est pas que c'est un échec, mais qui trouvent moins leur public. Il y a des cuvées, par contre, qu'on sort, on fait des embouteillages. Nous, on est vraiment petits, hein. On fait des cuvées à 150 bouteilles. Et les 150 bouteilles, parfois, sont vendues en même pas un mois. Parfois, voilà, c'est très court. Donc on est tout le temps en train de lancer des nouveautés, en train de faire des nouvelles choses. Et c'est ce qui nous plaît dans cette dimension artisanale, c'est de ne pas avoir des produits standards, homogènes, c'est de pouvoir créer de la diversité et se faire plaisir aussi dans la production. Oui, c'est bien, vous changez régulièrement les produits et puis d'un côté, ça fait plaisir aux consommateurs parce qu'ils voient des nouvelles choses et puis vous aussi en soi, vous ne travaillez pas systématiquement les mêmes produits donc forcément, ça vous change un petit peu de la routine. Tout à fait, exactement. C'est vraiment le but de surprendre, de faire des choses un peu plus atypiques. Là, on a pas plus tard que cette semaine, on a récupéré donc chez un producteur de purée de fruits, de confiture à côté de chez nous à Brioude. On a été chercher, donc ils ne pouvaient pas transformer eux pour faire leur marmelade parce que les citrons étaient trop acides. On a récupéré 600 kilos de citrons de Sicile bio qu'on est en train de mettre en œuvre pour tester une recette inédite à mi-chemin entre un limoncello et une eau de vie. Donc on est en pleine production dessus là cette semaine. On espère que le résultat final sera concluant, mais il y a toujours une prise de risque et voilà donc l'idée de travailler des matières premières nobles et d'essayer de les sublimer à travers des spiritueux qu'on retrouvera pas ailleurs. D'accord, bon écoutez, en tout cas, on était ravis Quentin de vous avoir avec nous, le temps passe vite, on va devoir se laisser, mais une chose est sûre, c'est qu'on a appris plein de choses grâce à vous. Mais avant de partir aussi, restez bien avec nous puisque j'ai quand même une question ultime à vous poser. Où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez une page Facebook, un site internet, un atelier qu'on peut venir directement visiter justement? Oui, tout à fait. Alors, la distillerie se visite 365 jours par an. Quand on est là. Donc, c'est-à-dire que la moitié de l'année, on est en production avec des gros rythmes, des grosses amplitudes horaires. Et après, on a beaucoup de déplacements, comme ce week-end où on sera en région parisienne. Donc, la visite se fait uniquement sur rendez-vous. On n'accueille pas sur place avec des horaires d'ouverture fixes. On n'est que 2 dans la distillerie, Sophie, ma compagne, et moi-même. Et quand on n'est pas là, on n'est pas là. Donc, il faut nous appeler au 07 44 41 00 02 pour prendre rendez-vous. Ensuite, nos spiritueux, donc, ils peuvent s'acheter lors des visites sur place. Ils peuvent se trouver chez les meilleurs cavistes auvergnats et ailleurs en France. On travaille sur l'île, on travaille sur Lyon, on travaille sur Bordeaux, un petit peu partout. Chez de nombreux restaurateurs aussi qui vont sublimer les spiritueux dans leurs recettes, dans leurs cocktails.
Et également, effectivement, sur notre boutique en ligne. Donc là, on a un site web actuellement qui est en train d'évoluer on a un site web qui est plus pour présenter notre métier aujourd'hui, où il y avait un petit module de vente, mais là, on est en train de lancer un second site vraiment pour faire de la vente en ligne, avec une vraie boutique dédiée, donc qui est en train d'être mis en ligne ces jours-ci. Donc j'imagine qu'on pourra le partager prochainement. D'accord, écoutez, en tout cas, on était ravis vraiment d'en apprendre un peu plus sur vos produits. On rappelle votre nom, la distillerie volcanique d'Escoris. N'hésitez pas, chers amis auditeurs, ce sont des produits de qualité, je le rappelle encore une fois. Merci Quentin, beaucoup. on vous dit à très bientôt, vous revenez quand vous voulez, on vous souhaite évidemment plein de belles choses pour la suite. Merci beaucoup, au plaisir, à bientôt. Et sur Variance FM, on continue avec un peu de musique et on se retrouve d'ici quelques poignées de minutes pour découvrir le second invité de cette émission. Je n'en dis pas plus, restez bien avec nous.